Bonjour à tous et merci d'être aussi fidèles à cette Science en tourne et pour une nouvelle édition aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les very big data, les très très grosses données. De plus en plus, les chercheurs, les scientifiques accumulent des données. Donc on va un peu se poser des questions de comment on acquiert ces données, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les traite, et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut en tirer derrière, quelle nouvelle information on va pouvoir tirer de ces gigantesques bases de données. Alors, l'EPFL est très impliqué dans ce genre de projet. On pense au Human Brain Project à Venise, dont on a quand même pas mal parlé dans les médias ces derniers temps, mais aussi des projets comme le CERN, où il y a de l'accumulation de données absolument incroyable. Chaque seconde, chaque millième de seconde, vous avez des mégas et des gigaoctets de données qui arrivent. Et pour discuter de ces très grosses données, on a le plaisir d'accueillir deux spécialistes de l'EPFL. Alors, Anastasia Ailamaki, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au laboratoire de systèmes et applications de données massives à l'EPFL. C'est un peu barbare dit comme ça. En quoi est-ce que ça consiste ? Alors, on fait la gestion des bases de données. Ça signifie il y a des gens qui ont beaucoup de données, ont des problèmes à les gérer, ont des problèmes à faire ces données utiles, à les rendre utiles pour eux, pour ce qu'ils font, pour leur vie professionnelle. Ça signifie qu'ils veulent traduire ces données en vraiment information, renseignement. Et ça se fait par un processus qui implique les données, qui implique l'ordinateur et des algorithmes qui font le procès de données et ils donnent les résultats aux questions. Et vous développez toutes ces choses-là ? Nous développons tout ça pour plusieurs applications. Et ça, c'est une côté. Et l'autre côté, c'est de faire ce logiciel beaucoup plus efficace pour la nouvelle technologie des ordinateurs. Alors, nous étudions le matériel et comment ça se développe pendant les années. Aujourd'hui, on a les multicore, beaucoup de mémoire, par exemple, des disques énormes, les flash disks. Et nous construisons des algorithmes qui travaillent bien avec le nouveau matériel et qui donnent beaucoup plus d'efficacité. Et vous travaillez entre autres sur le Human Brain Project, on aura l'occasion d'y revenir. Quant à vous, Frédéric Kaplan, bonjour déjà. Bonjour. Vous êtes au laboratoire des humanités digitales à l'EPFL. De nouveau, humanités digitales, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. À quoi ça correspond ? Les humanités digitales, c'est un domaine à l'interface des sciences humaines et sociales et de la technologie. Et donc, ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on applique des méthodes et des outils et on invente aussi des nouveaux concepts qui viennent des sciences de l'information pour des questions de sciences humaines et sociales. Alors en pratique, ça veut dire qu'on s'occupe de numérisation d'archives, de modélisation, aussi de muséographie, comment présenter en fait avec des techniques récentes des savoirs qui viennent du passé, par exemple. Voilà, donc c'est l'ensemble de cette chaîne qui va des données historiques jusqu'à leur présentation au grand public. D'où le projet de Venise dont on aura aussi l'occasion de reparler. On va discuter de tout ça pendant une première partie et puis dans une deuxième partie, à la fin de ce Science en tourne, vous aurez tous l'occasion de poser toutes les questions qui vous titillent à nos deux spécialistes. Mais peut-être pour commencer, pour rentrer dans le vif du sujet, accumuler beaucoup de données, compiler énormément de données, quel est l'objectif, la finalité de tout ça ? Est-ce que l'union fait la force ? Plus vous avez de données, plus vous pouvez sortir des nouvelles informations ? Exactement. Alors, on parle de l'ère de data deluge, parce qu'on a tellement énorme quantité de données. Et on espère de pouvoir les transformer en informations le plus vite possible. Comme ça, on va apprendre beaucoup plus de données. C'est vrai la donnée brute ne fournit finalement pas d'informations. Les données brutes sont moins utiles, oui. Parce qu'on doit vraiment développer ce qu'on développe maintenant, c'est la technologie pour prendre ces données et les transformer en informations. Alors, cette technologie n'est pas là, ne suit pas, si vous voulez, le rythme d'accumulation des données. Ça veut dire qu'on accumule aujourd'hui des données qui ne sont absolument
pas exploitées et on ne sait pas quoi en faire. C'est vrai, on accumule beaucoup de données et la plupart de ces données n'est pas exploitée. Mais mon labo, par exemple, et des labos comme le mien, ont comme but scientifique de construire la technologie pour les exploiter. Mais c'est vrai que le pouvoir est dans l'union de ces données. Alors, les données, s'ils sont bien accumulés par des expériments, par exemple, qui sont valables, qui sont corrects, peuvent nous dire beaucoup de choses. Alors, on parle aujourd'hui de 4e paradigme. Le paradigme qui est un départ de la méthode scientifique comme on l'apercevait au passé. Et avant, par exemple, on avait les théories, les modèles, peut-être les simulations par ordinateur, mais maintenant, on peut apprendre tellement beaucoup de choses par seulement voir aux données, seulement exploiter les données qu'on a, que ça génère, ça accouche, si vous voulez, une nouvelle manière de faire la science. Et en même temps, est-ce qu'à réunir des très grosses quantités de données, on passe pas à côté de l'essentiel, on parasite finalement ces données avec plein de choses qui sont inutiles? Il n'y a pas ce risque-là de vouloir accumuler tellement de choses? Il y a toujours ce risque. Et c'est ça le but de efficacement exploiter les données pour générer l'information qui est utile. C'est exactement ça, de choisir les données qui sont vraiment utiles et de ne pas vraiment tenir compte de données qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas correctes, qui parasitent, comme vous dites. Alors, on va s'intéresser à l'acquisition de ces données, peut-être pour commencer. Frédéric Kaplan, vous travaillez sur ce projet Venise. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste? Peut-être en introduction, dire qu'effectivement, on a ces données extrêmement denses, extrêmement riches sur le présent, et on en accumule toujours plus chaque année. Et notre point de départ dans nos réflexions, ça a été de se dire, est-ce que nous serions capables d'avoir le même type de service qu'on a sur le présent, c'est-à-dire des outils comme Google Maps, par exemple, qui nous permettent depuis n'importe où dans le monde d'aller zoomer jusqu'au niveau de la rue, voire même dans certains cas d'aller voir à quoi ressemble cette rue en particulier. L'équivalent du graphe social, c'est cette explicitation des liens entre les personnes à l'échelle planétaire. Donc cette densité d'informations, est-ce qu'on pourrait l'avoir sur le passé? Qu'est-ce qu'on pourrait faire des Google Maps du passé? Est-ce qu'on pourrait ajouter une 4e dimension à Google Maps? Voilà. Est-ce qu'on est capable de reconstruire le réseau social il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 1000 ans? Et si oui, comment est-ce qu'on peut s'en donner les moyens? Donc ça, c'est la question de départ, cette espèce de reconstitution de ces big data, mais dans le passé. Et donc, une méthode pour faire ça, c'est la numérisation. C'est de dire, ces données, en fait, elles existent, elles sont dans des archives, mais elles sont éparpillées. Elles ne sont pas aujourd'hui sur un format numérique, donc il faut d'abord prendre des photos de ces documents, par exemple, ensuite faire des systèmes pour reconnaître les caractères et être capable de transcrire ces documents. Et puis, l'étape qu'on a mentionnée, c'est transformer ce qui est du texte en information, reconnaître des lieux, des personnes, les relations entre ces lieux et ces personnes, etc. Pour, petit à petit, rendre ces données interopérables et avoir une masse qui est plus grande. Et donc ça, c'est une des intuitions. Et puis, on sait qu'il y a des archives énormes, mais que ça ne va pas nécessairement suffire. Et ce que font les historiens depuis des années, c'est quand il leur manque des données, ils extrapolent. Ils se disent, nous avons par exemple retrouvé ce carnet de bord d'un capitaine de bateau. C'est un des rares que nous avons sur cette période, mais nous allons extrapoler à partir de là et considérer que la route qui est décrite, c'est pas simplement la première fois en fait qu'elle est prise par ce bateau, mais elle correspond à une certaine pratique qui correspond à cette époque. Et c'est exactement en fait la même démarche qu'on met en place globalement au laboratoire, c'est de dire quand les données nous manquent, eh bien on va simuler les données qui ne sont pas présentes, mais on va simplement essayer d'expliciter ce geste qu'on fait. On se base sur quoi pour simuler? On prend quelles hypothèses? Et avec ces deux effets, la digitalisation, la numérisation et la simulation, vous arrivez peut-être à reconstruire en fait une densité informationnelle qui fait que, oui, vous allez être éventuellement capable de reconstruire le présent dense, mais à une époque qui est reculée dans le temps. Mais cette reconstruction, elle se fait sans intervention humaine. Vous allez programmer quelque chose dans une machine qui, derrière, va vous dire il s'est passé ça à tel moment? Non, pas forcément. C'est-à-dire il faut une interprétation vous avez quand même une partie des textes. Du travail qui peut effectivement être fait de manière je dirais un peu systématique, et puis vous avez
à de multiples niveaux des interprétations. Et ça, c'est vrai aussi dans les expériences scientifiques en biologie. Ce qui est très important, c'est dans quelle mesure ces interprétations, je peux les mélanger. C'est-à-dire, si j'ai effectivement un texte qui a été transcrit, est-ce que je peux garder la trace de la personne qui a transcrit ce texte, de manière à ce que, le cas échéant, si je m'aperçois qu'il y a eu des problèmes, je puisse enlever cette donnée. Donc, il ne s'agit pas d'imaginer qu'on va, à partir de ces données, faire des raisonnements automatiques. Le but, dans la plupart de ces projets, c'est simplement organiser la donnée pour considérer qu'on a un objet devant nous qui est trop grand pour une seule équipe de recherche, trop grand même pour une université dans son ensemble, qui doit être attaqué au niveau mondial par des collectifs. Et donc, il faut organiser ce travail, pas le faire automatiquement, mais organiser simplement la science pour qu'elle se passe de manière efficace et intéressante. Et autant cette révolution a commencé déjà depuis quelques dizaines d'années dans les sciences de la vie, avec cette prise de conscience qu'il y a des chantiers qui doivent être attaqués de manière mondiale, autant c'est une habitude qui aujourd'hui n'est pas du tout présente dans les sciences humaines et sociales, où on reste dans une logique d'historiens qui travaillent quand même de manière assez isolée, qui de temps en temps partagent leurs recherches. Et une des choses qu'on essaye d'introduire avec ce projet en particulier sur Venise, c'est un mode de travail effectivement dans lequel les historiens de par le monde collaborent à la construction d'un même objet scientifique. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Mettons que dans vos archives, vous ayez un tableau, une image. Comment vous allez extraire l'information de ce tableau pour l'intégrer dans une base de données qui est quand même numérique? Alors c'est peut-être très terre à terre, la question que je vous pose, mais comment on interprète cette image pour en créer de l'information qui va être combinable avec d'autres informations? Alors, le tableau, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais prenons-le quand même. C'est pour ça que je l'ai pris. Prenons-le quand même parce que c'est pas les tableaux qui sont, je dirais, les plus nombreux dans cette base de données. C'est-à-dire que les tableaux, il y en a beaucoup plutôt des textes, sur Venise par exemple, et donc on s'attache à savoir le lieu, savoir les personnes. Quand vous avez un bâtiment, vous pouvez extraire les perspectives, ce qui va vous permettre à partir de là d'éventuellement bien comprendre ce que ce tableau représente, tout en sachant qu'il ne représente pas la réalité. On prend un peintre comme Canaletto par exemple sur Venise qui prenait des mesures extrêmement précises de l'ensemble des lieux qu'il voulait représenter, mais qui au moment de produire son tableau allait déformer les perspectives parce que les touristes anglais qui voulaient ces tableaux étaient intéressés par voir les deux campaniles, et le fait qu'on puisse pas les voir depuis le point de vue du peintre ne les intéressait pas. Donc il ne faut pas prendre ces données comme des données brutes, et on peut sortir les choses des tableaux. Mais si je peux continuer sur ce qui est intéressant dans ce qui n'est pas les tableaux, c'est pas toujours les documents les plus précieux qui sont les plus intéressants. Dans l'histoire, et en particulier à Venise, vous avez des archives qui sont passionnantes parce que l'Empire vénitien a dès le début constitué une pratique bureaucratique qui fait peur. Enfin, c'est-à-dire que c'est de la trace qu'aujourd'hui quand même. Ça pourrait se discuter. Il y a une traçabilité du geste administratif. La moindre décision, la moindre délibération concernant à la fois des décisions qui relèvent de la ville, mais aussi tout ce qui concerne l'extérieur. Tout bateau qui sort, on connaît son armateur, on connaît sa destination. Toute décision urbanistique au niveau de la ville est actée par une chambre, et tout ça est consigné. Et ça constitue 80 km d'archives, qui sont des documents dont on ne qualifierait pas forcément de documents d'œuvres d'art, c'est-à-dire que ce sont essentiellement des documents administratifs, sur parchemin pour une grande partie, écrits en latin pour une grande partie, mais se cache derrière cette densité informationnelle la capacité à reproduire le contexte avec une précision qui est étonnante, parce que sur le fond, c'est cette machine à enregistrer de l'information qui a été active sur presque un millier d'années et dont nous avons, si je peux me permettre cette métaphore, les logs. On a devant nous les enregistrements de cette grande machine bureaucratique, et aujourd'hui ils sont sous forme parchemin, papier, pas du tout informatisé. Donc c'est un peu du reverse engineering qu'on essaye de faire, repartir de ces données pour reconstituer l'état de cette ville et de son empire, parce que c'est un empire méditerranéen, sur une échelle de 1000 ans. Alors, très clair dans le cas de Venise. Dans le cadre du Human Brain Project, Anastasia Ailamaki, comment on fonctionne? Il y a des chercheurs dans le monde entier qui travaillent sur les neurosciences. Comment vous réunissez toute cette information pour les mettre dans une seule base de données? Alors voilà, c'est exactement ça. On a beaucoup de gens qui travaillent sur la neuroscience. On a beaucoup de données qui viennent par les hôpitaux.
quand je vais à Sur des l'hôpital patients. pour un examen, ils prennent, il y a des X-rays, il y a tout ça qui constitue, il y a mon enregistrement de patient, si vous voulez. Il y a un dossier là pour moi. Et tout ça, c'est des informations qui peuvent peut-être s'exploiter pour le bien de quelqu'un d'autre, qui peut-être a le même historique que moi, ou le même symptôme, ou n'importe quoi. Il faut profiter de cette difficile. expérience. Exactement, mais c'est très, très difficile d'intégrer tout ça en une manière constructive, en une manière sécure, privée. Et tout ça. Alors, il y a ces données et il y a aussi les autres données qui viennent de laboratoires scientifiques, de neurosciences. Et ces données viennent des expériments, des simulations, des modèles. C'est tout genre de données. Et les plateformes sur lesquelles ces données par lesquelles ces données sont produites sont très diverses, très différentes. Et c'est très difficile de les intégrer ensemble Parce qu'elles ne sont pas harmonisées au départ. Plateforme unique que tout le monde utilise. Alors, un des buts du Human Brain Project, c'est exactement ça. Ce que, par exemple, va se développer ici à l'EPFL, c'est une plateforme de simulation qui va simuler le cerveau humain à un détail très, très profond. Et après, tout le monde qui fait la recherche sur la neuroscience, sur le cerveau humain, qui, par exemple, recherche différentes parties du cerveau humain en différentes dimensions et par de différents angles, et ils peuvent venir et développer leur modèle sur la plateforme du Human Brain Project. Et après, toutes ces données vont se développer sur la même plateforme. Ça sera plus facile de les intégrer ensemble. Et après, d'intégrer toutes ces données avec les données qui viennent des hôpitaux, qui sont les vraies données, pas les données simulées. Et là, je vois une similarité avec le projet de Venise, des archives de Venise, parce que là, vous avez aussi parlé d'une simulation de quelques parties de données pour, si vous voulez, pour remplir quelques trous là, quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. Il y a on extrapole, on utilise des méthodes scientifiques, statistiques. Et c'est comme la simulation qu'on fait aussi. Et vous avez aussi les données de hard data, les données qu'on a dans les mains, et c'est vos observations. Et sont des données comme les données des patients. Et là, il y a aussi une question d'intégration, il y a aussi une question de nettoyer toutes ces données, jeter tout ce qui n'est pas utile, et après voir si on peut les gérer et comprendre ce qu'ils signifient. Parce que c'est dégager les structures, c'est-à-dire que dès le moment où on a ces masses de données, on peut trouver qu'il y a des régularités, et c'est à partir de là, en fait, qu'on est capable éventuellement de combler les données manquantes. Alors nous, on parle souvent de grammaire, en disant par exemple que on sait des choses sur les façades de Venise à une certaine époque, et on se construit, par exemple, les bâtiments gothiques ont une logique presque comme un langage. Avec une fenêtre d'un certain type, vous allez avoir une fenêtre d'un autre type qui va aller avec. Et donc, quand vous avez un bâtiment qui vous manque, parce que vous n'avez pas la gravure, eh bien, vous allez faire une supposition à partir de là, étant donné d'autres contextes, sur à quoi il a pu ressembler à partir des autres données que vous avez. Et là, vous avez toujours cette logique d'extraction de structure, découvrir des grammaires et de faire une supposition qui peut-être s'avérera fausse, mais qui est le mieux qu'on peut faire à une époque donnée. Mais ça veut dire qu'il y a des concepts de probabilité après qui interviennent derrière, parce que vous n'en savez rien, vous allez imaginer que c'est comme ça et vous allez dire à tant de pourcents on pense que c'est comme ça. C'est pas seulement la probabilité. Voilà, là il y a une grande question de probabilité chez les simulations par exemple que nous faisons, pas seulement pour le cerveau humain, mais on simule des machines, on simule beaucoup de choses pour dériver vraiment, pour accueillir les données dont on a besoin, pour faire les études, pour voir si les modèles sont valables. Là, il y a un problème de précision. Est-ce que ça que je simule, le programme que j'écris pour faire la simulation c'est un programme d'ordinateur. Est-ce que ça vraiment représente ce qui se passe? Si c'est vrai, c'est représentatif, les données sont valables. Si c'est pas représentatif, pas entièrement, pas au niveau de détail dont on a besoin,
les données ne sont pas valables et souvent c'est très difficile de savoir si une simulation est correcte et juste ou non. Mais là, c'est où les données qu'on observe, les vraies données, les hard data qu'on a, dans le cas de Human Brain Project, les données qui viennent des hôpitaux, sont très très utiles parce qu'ils peuvent corroborer, si vous voulez, les simulations. Mais c'est difficile de les acquérir, ces données. Mais je pense que vous avez parfaitement raison sur le fait qu'on est dans un cadre qui est probabiliste. La question de l'incertitude, alors qu'il y a de multiples niveaux dans les sciences naturelles, elle est aussi évidemment présente dans tous les documents qu'on traite. Il faut la qualifier, il faut la cartographier, il faut finalement toujours évaluer tout ce qu'on ne sait pas et tout ce dont on n'est pas sûr. Et surtout, tout de suite casser le mythe qu'on est en train de reconstruire la vraie version. C'est très probablement la situation, plus on va d'ailleurs dans le temps, plus on va aller vers dans le cas de Venice Time Machine, dans des passés probables et dans lesquels il y a en fait des hypothèses variées qui peuvent conduire non pas à une Venise du passé, mais à 100, peut-être 1000 Venice du passé qui ont des probabilités différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que les sciences de l'information sont extrêmement outillés parce que c'est une des spécificités des 50 dernières années d'essayer de trouver des manières de raisonner dans l'incertain. Quand on ne sait pas, quand on a de l'information partielle, quand on a de l'information qui est due à des erreurs, eh bien, les informaticiens réfléchissent à ça depuis à peu près 50 ans. Et donc la question dans le cadre des humanités digitales, c'est la rencontre des différents formalismes, parce qu'il y en a beaucoup en fait en informatique, et de l'épistémologie historique. Qu'est-ce qui est acceptable en termes pour penser cette histoire probabiliste parmi les formalistes existants, parmi ceux qu'on a encore à inventer, et comment on est capable d'amener une nouvelle manière de gérer finalement cette incertitude du passé, mais d'une manière qui est aussi acceptable pour des machines qui traitent un grand nombre d'informations. Donc ça, pour moi, c'est au-delà des aspects un peu industriels, de grande digitalisation, de reconstituer des grandes masses de données, vous avez un défi scientifique dans lequel il y a des énormes inventions en fait à faire, c'est-à-dire cette capacité à développer des manières de raisonner dans l'incertain et l'incertain historique, c'est quelque chose qui peut avoir des répercussions sur bien au-delà de l'histoire. En fait. Voilà. C'est assez surprenant parce qu'on pourrait se dire que la force de ces très grosses bases de données, c'est justement de passer de l'incertitude d'une donnée isolée à des certitudes. C'est quand même, au départ, c'est quand même ça l'idée, c'est d'avoir des confirmations en réunissant tout ça, d'avoir de la nouvelle information parce qu'on mélange des données et des sources. Oui. Et c'est là où vous avez dit avant, le pouvoir est dans l'union, dans la quantité. Si les données sont valables, le plus qu'on a, le mieux. Parce qu'on peut on confirme, on est sûr, on est de plus en plus sûr que les résultats, ce qu'on comprend des données, de ce que les données signifient, c'est valable, c'est la vérité. Et puis on détecte les incohérences. C'est-à-dire qu'une des grandes forces, que ce soit je pense en sciences naturelles et en histoire, c'est de dire, écoutez, l'hypothèse qui est proposée ici, en fait, elle a une incohérence avec un certain nombre d'autres récits des faits. À partir de là, on n'est pas forcé le point sur lequel je veux insister, c'est qu'on peut maintenir, et il est crucial épistémologiquement de maintenir ces différentes hypothèses. Je donne un exemple en fait. Quand on remonte dans le temps, il y a des questions d'attribution de noms de villes. On n'est pas forcément absolument sûr de ce nom, à quelle ville en fait, ça fait référence. Et il y a souvent des situations où une école va dire, pour une raison orthographique, c'est probablement cette ville qui est désignée ici. Et puis une autre école qui dit, pour des raisons par exemple archéologiques, on pense que c'est plutôt ailleurs. Eh bien, on n'est pas forcé de trancher entre ces deux hypothèses. On peut maintenir des mondes parallèles en fait où les hypothèses sont maintenues. Et par contre, on va le tester avec d'autres données qui viennent d'autres sources et pour éventuellement pouvoir avoir une appréciation de la cohérence globale et proposer ces différents mondes possibles. Donc ça, c'est la grande force, c'est qu'on gagne beaucoup en compréhension. Pour autant, on n'a pas une certitude, et de la manière qu'on n'a pas une certitude en sciences de la vie, on n'en a pas évidemment en sciences historiques. Donc ces différents mondes possibles, que ce soit sur le cerveau ou sur Venise, que vous allez créer, ensuite il faut que des chercheurs puissent y avoir accès, puissent se faire une opinion, ça peut être des historiens, ça peut être des neurologues, et là, j'imagine que vous devez créer des interfaces pour ces gens. Le but final, il est là, il est de créer un outil à disposition des chercheurs. Comment on fait cette interface? Comment est-ce que des chercheurs vont travailler dans vos bases de données après?
Alors, le cas de neurologue, il y a beaucoup de manières qu'on peut utiliser la recherche que nous faisons dans mon labo et dans les bases de données, la gestion des données. Et ça aide une grande collection d'applications qu'ils utilisent pour faire leur travail. Alors, la plus simple, par exemple, qu'on fait, c'est la visualisation. On voit sur l'écran un grand réseau de neurones et le neurologue veut faire zoom sur une région, une petite région, et obtenir beaucoup plus d'informations. D'abord faire le zoom. Alors moi, ça c'est des outils que vous offrez, que vous créez et que vous offrez aux chercheurs. C'est des outils qui existent et nous offrons l'efficacité quand la quantité de données surpasse le pouvoir de la gestion. Maintenant, parce que le secret est de faire tout, mais de le faire rapide. Si le neurologue demande une question, le neurologue, ce qu'il a dans la tête, c'est pas la gestion de données. Ce qu'il a dans la tête, c'est une question. Je vois quelque chose. Peut-être que ça c'est intéressant. Je me souviens quelque chose maintenant. Je veux le voir plus, beaucoup plus de détails. Zoom là. Il a une idée. Si l'idée ne se développe pas tout de suite, si le programme, le système, l'outil ne lui donne pas tout de suite l'information qu'il a besoin, il perd la conséquence, la continuité de ses pensées. Alors ça c'est normal, ça se fait, la pensée scientifique se fait comme ça. Mais là c'est de la puissance informatique qui va entrer en jeu. Maintenant par exemple, l'année dernière on avait la possibilité de faire visualisation comme ça, avec Zoom, tout ça, efficacement, sur une partie du cerveau de rat. Et maintenant, après 3 ans de travail entre nous et le Blue Brain Project, mon labo et le labo de Hendrik Markram, et on a maintenant la possibilité de faire avec la même efficacité, aussi rapidement, 1 million d'euros, qui fait partie du cerveau du cerveau humain. Alors, on a sauté, si vous voulez, de quelques mille neurones à 1 million. Le cerveau humain a près de 100 milliards de neurones. Alors, on a un peu de travail à faire. Mais c'est ça le genre de travail qu'on doit faire. On doit vraiment faire la gestion des données disparaître de la vie quotidienne des scientifiques. Tout à fait. Vous devez être le plus discret possible pour avoir des réponses rapidement. Le plus discret aussi. Et dans le cadre de Venise, ça va être quoi? Ça va être un Google où on va pouvoir aller chercher une info qui nous intéresse? Je pense qu'il faut effectivement séparer les usages. En tout cas, les usages pour les chercheurs en sciences humaines et sociales rentrent dans la même logique, une logique d'outils assez spécialisés. La cartographie est un élément absolument crucial. On a ce qui s'appelle les systèmes d'information géographique historique qui permettent justement d'agréger des grandes masses de données sous des formes qui sont intégrées et ça et très visuel, très visuel et qui permet d'aller très rapidement dans des données sur lesquelles ensuite il fallait avant passer beaucoup de temps en archives. Donc ça c'est des outils qui ne sont pas présents aujourd'hui pour les historiens et notre hypothèse c'est qu'il y a une petite révolution qui peut être faite à ce niveau-là. Et puis dans le cas du projet Venise, vous avez aussi autre chose, c'est que Venise, c'est aussi 20 millions en fait, de touristes qui viennent chaque année. Et en tant que tel, il y a là un potentiel à la fois pour qu'ils découvrent la ville de manière un tout petit peu différente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils viennent et ils ressortent probablement sans connaître cette histoire extraordinaire de cet empire qui a dominé la Méditerranée. Et y a-t-il des moyens de leur faire, au travers de procédés muséographiques, au travers d'outils mobiles, des interfaces qui vont leur donner un accès aussi intuitif à cette information du passé qu'ils ont sur les informations du présent. Et la force, disons, des 20 millions de touristes, c'est que d'un notre côté, on va avoir des retours d'utilisabilité qui sont potentiellement extrêmement importants. Quand vous faites des interfaces, alors vous pouvez avoir la bonne idée, c'est une chose, mais il faut surtout être capable de les évaluer. Et là, il y a un potentiel qui est très grand. Et donc ça, c'est un des chantiers intéressants de comment ce modèle, parce qu'on part toujours finalement d'un modèle théorique,
l'explorent selon des publics qui peuvent être assez différents. Mais là, pour Venise, vous avez déjà une idée de comment va se dérouler cette interface, ou vous partez un peu à l'aventure et puis on verra. On a pas mal d'idées, on a même fait plusieurs maquettes, etc. Mais je vous propose qu'on découvre ça au fur et à mesure parce que c'est un travail de construction. Oui. C'est exactement que les outils que nous construisons, toute cette base scientifique des structures et des nouvelles algorithmes que nous construisons exactement sur les deux projets, j'imagine, mais pour le Human Brain Project, après, on va pouvoir utiliser la même base et développer la même base pour faire beaucoup plus qu'une visualisation de l'information statique du réseau de neurones. Après, on va pouvoir visualiser dans le cerveau humain comment les synapses se construisent en simulant l'activité électrique entre les neurones. Et après, on va pouvoir voir comment les synapses se forment et comme ça, comment le cerveau change. Oui, mais live sur l'écran, comment le cerveau change. Par exemple, quand on parle maintenant, les deux cerveaux, ils changent. Il y a des synapses qui se forment. Comment ça se déroule. Et ça, c'est un grand pas vers comprendre le mécanisme de cognition. Mais je trouve génial pour le grand public d'imaginer que vous allez nous montrer tout ça, comment un synapse, comment des échanges électriques peuvent se faire. Mais pour le chercheur, c'est suffisamment fiable et ça donne suffisamment d'informations, une image simplement. On peut travailler sur une image, il ne vous faut pas des données, des chiffres. Il faut beaucoup de données, beaucoup de chiffres. C'est surtout pas une image, mais une simulation fiable qui a comme base une énorme quantité de données et beaucoup de programmes qui se coopèrent pour donner cette simulation, pour la faire sur l'écran. Et ça donne un bon début pour penser à quoi d'autre. Un outil qui permet de comprendre. Voilà. Ouais. En guise de conclusion, jusqu'où on va aller dans les bases de données ? Aujourd'hui, elles sont déjà très grosses. Il y a une limite théorique à la taille des bases de données ? Est-ce que c'est juste le nombre d'atomes dans l'univers qui va nous limiter ou voilà ? Il n'y a pas de limite. Non, il n'y a vraiment pas de limite. De l'information, de la quantité de données qu'on va accumuler. On va continuer à accumuler plus de données de temps en temps. En fait, les données, la quantité qu'on accumule chaque année est à peu près la même quantité qu'on a accumulée toutes les dernières années. Il y a beaucoup de sciences qui ont ce trajet, ça c'est exponentiel. Et en astronomie, par exemple, les observations qu'on a faites cette année font plus de données que les observations qu'on a faites dans les 400 années du passé en astronomie. Alors, j'ai lu une étude que le montant, la quantité du stockage qu'on a construit, des disques pour le stockage qu'on a construit jusqu'à 2007 était en théorie suffisant pour stocker toutes les données que sont été générées dans l'Internet par tout le monde. Depuis 2007, on construit beaucoup moins de disques et de moyens de stockage que de données. Alors, parce que les lignes, si vous voulez, ont surpassé. Alors, la quantité de données a surpassé la quantité de bytes qu'on peut stocker, vraiment. Alors, il y a beaucoup de monde qui génère des données et après, ils les jettent. Parce qu'il n'y a on peut pas le stocker. La possibilité de le stocker. Oui, la possibilité de stocker. En sciences humaines, Frédéric Kaplan, c'est la même chose. On a la même courbe exponentielle d'acquisition de données. Alors ça dépend. Sur le présent, évidemment, sur tout ce qui est les phénomènes sociaux, on a la même situation. Sur le passé, on a une situation d'investissement dans lequel justement des données qui étaient présentes sont tout d'un coup commencent à constituer ces grandes bases de données et sont mises ensemble pour former des tout qu'on peut explorer. Donc on est dans une situation un tout petit peu différente, mais je pense que dans les deux cas, vous avez ce challenge qui est que voilà, les données arrivent et il nous faut des manières
conceptuel de les organiser. Alors, et une partie passe par de l'optimisation, peut-être qui n'est pas simple d'ailleurs, hein, qui demande beaucoup de savoir-faire, mais il y a aussi des grandes idées en fait à avoir, et c'est pour ça que c'est un domaine de recherche passionnant et sur lequel il y a des grandes découvertes à faire. Il faut faire preuve d'une imagination folle en fait. Oui, et c'est ça la raison que la recherche au data processing doit se développer et suivre en fait l'agrandissement des quantités de données, parce que sinon on va jeter de plus en plus de données. Et si moi je jette mes données que je garde à la maison, oui ça va, il n'y a pas de problème, mais si CERN commence à jeter des données sans être absolument sûr qu'ils sont inutiles, vous voyez, ça c'est le pire return of investment qu'on peut avoir pour l'argent de recherche. Alors c'est beaucoup plus important maintenant, plus qu'avant, d'avoir des manières de découvrir très facilement, très rapidement, qu'on accueille des données, beaucoup de données, en même temps de découvrir, d'être sûr si ces données seront utiles ou non, et de jeter les données que c'est sûr qu'elles ne seront pas utiles. Très bien, Anastasia Ailamaki et Frédéric Kaplan, merci beaucoup pour toutes ces explications. On peut vous applaudir, merci. La parole est à vous maintenant. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, il y a plusieurs questions dans le public. Monsieur ? Oui, j'ai une petite question. Vous avez dit qu'on pouvait créer des beaux outils de visualisation. Mais ma question, c'est est-ce qu'on n'a pas le risque de noyer le quantitatif, dans du qualitatif? Ça s'applique plutôt aux sciences naturelles, bien entendu. Anastasia, puisque c'est aux sciences naturelles. La question, c'était... Est-ce qu'on ne perd pas de l'information à simplement visualiser les choses? Ah oui, alors oui, ça c'est un niveau un peu plus haut que le niveau dont je parlais juste avant. Oui, alors, mais ça c'est le jugement du scientifique. En fait, pour le Human Brain Project, la visualisation c'est seulement une des applications qui bénéficient par le travail qu'on fait à la base pour gérer les données. Il y a beaucoup d'autres applications qui utilisent les outils que nous leur donnons en différentes manières. Par exemple, en exploitation des modèles, validation des modèles, en les intégrant tous ensemble et tout ça. La visualisation, c'est la plus facile à décrire, mais ce n'est pas la seule. Mais si il y a un scientifique veut visualiser avant de faire quelque chose d'autre, c'est ça qu'il va faire. Oui. Frédéric Kaplan, en sciences humaines, on a aussi la même non, enfin, c'est évident que voilà, c'est pas visualiser pour visualiser. Nous, quand moi je parlais de visualisation, je parle en fait de carte. Et la carte, c'est un outil intellectuel millénaire qui justement incarne bien cette nécessité de mettre ensemble des informations disparates et qui a son exigence parce qu'une ville ne peut pas être à deux endroits en même temps. Les force à positionner les objets dans un espace qui est contraint et le processus cartographique qui est aujourd'hui relativement encore peu pratiqué sur les sciences du passé, faute de données peut-être. Voilà, c'est ce type de visualisation qu'on envisage, qui ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule carte, il peut y avoir plusieurs cartes, mais il y a une exigence, on va dire, dans la visualisation qui est présentée, parce que si les choses sont d'une certaine manière, il faut qu'elles soient au moins au niveau d'une carte cohérente. Et c'est ce type d'outil qui, à mon avis, est le plus susceptible d'avoir un retour sur les données, et c'est là où, quand on parle de visualisation, on a un effet qui est, en termes de technologie intellectuelle, qui est intéressant. Voilà. Une autre... Oui, monsieur ? Oui, bonjour. Alors, vous avez beaucoup parlé de la réutilisation de toutes ces données massives. Je voulais savoir, à un moment ou à un autre de vos projets, vous avez eu besoin d'identifier ces données, de pouvoir les acquérir. Et vous l'avez mentionné juste tout à la fin, mais en fait, une grande partie de ces données peuvent disparaître, surtout aujourd'hui où on n'a jamais créé autant de données que par le passé, et où lorsqu'un labo ferme, on ne sait pas forcément qu'est-ce qui est fait des données ou si elles disparaissent avec le labo. Quel est votre point de vue en fait sur cet archivage, cette gestion des données de recherche? Il y a des moyens de sauvegarde qui existent? Le problème est très compliqué. Il y a des moyens de sauvegarde, ça c'est sûr.
Mais c'est selon les gens d'utiliser ces moyens de sauvegarde. Alors si, par exemple, vous avez donné un exemple que si un labo ferme, qu'est-ce qu'on fait avec ces données? Alors ça, c'est si le labo, les gens qui travaillaient dans ce labo s'intéressent à ramasser toutes les données qu'ils ont générées pendant les années et les faire disponibles dans une manière, ça c'est un peu plus de travail pour eux, et s'ils veulent le faire, ça sera bon pour d'autres personnes. Mais en fait, les organisations peuvent aider ça par avoir une procédure sur place. Si un labo ferme, par exemple à l'EPFL, si un labo ferme, ce serait bien s'il y avait une manière centrale, aidée peut-être, supportée par l'EPFL pour faire les données utiles, les rendre utiles au public ou aux autres personnes qui seraient peut-être intéressées. C'est très bien, c'est une question vraiment de communication, d'organisation, de reconnaître à la fin que ces données seront utiles. N'importe quelles données peuvent être utiles à quelqu'un. Alors, on peut avoir, si vous voulez, un eBay des données pour les faire disponibles. Il faut être extrêmement humble, effectivement, sur ces questions, parce que les 30 dernières années nous ont montré la quantité de données en fait, qu'on a déjà perdues, et on n'a pas suffisamment de recul pour pouvoir affirmer sans souci qu'on va garder ces données longtemps, puisqu'on a eu plutôt que des expériences assez négatives dans les dernières décennies. Maintenant, c'est un sujet qui est évidemment beaucoup étudié. Moi, on a interagi avec les archives fédérales qui en fait sauvegardent une partie des données de l'EPFL, comme c'est une entité fédérale. Et les stratégies aujourd'hui qui sont développées, comme vous le savez peut-être, consistent à atomiser en fait. Les formats changent, les systèmes d'exploitation changent, et c'est toujours assez difficile d'affirmer qu'on est arrivé à un stade où maintenant ça va être stable parce qu'on a tellement bien compris comment ça marche. Et donc, la position humble consiste effectivement à avoir des stratégies qui décomposent les données en éléments atomiques avec l'idée de les refaire renaître dans les systèmes du futur, dans 30 ans, dans 40 ans. Et c'est la position à peu près des archives fédérales dans ce domaine-là. Ça reste en fait des suppositions, et donc il faut être très, très vigilant. Mais c'est une... Je dirais, la science des conservations des données, c'est une science un peu ingrate, parce qu'on a toujours envie d'avoir dit qu'on a la solution, mais on n'aura la réponse que dans 50 ans ou dans 100 ans. Et donc après la mort des chercheurs en général. Donc c'est un sujet de soucis et en tout cas de recherche. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, je voudrais juste aller plus loin. Dans ce cas-là, vous dites qu'il faut être vigilant, que c'est compliqué, mais l'argent qui finance ces recherches est public, et en fait, il n'y a aucune raison valable pour qu'on ne puisse pas avoir accès aux recherches, même si elles n'ont pas abouti. Donc, la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir donner un accès dans l'avenir à ces recherches-là. Et la question, c'est qui est responsable de ça? À l'EPFL, il semblerait en ce moment qu'on se dirige vers, il faudrait que ce soit les responsables des recherches. Donc, qui décident qu'est-ce qu'on garde pas, etc. Et que ce soit documenté. C'est deux problèmes assez différents. L'ouverture des données, ça dépend des projets, de leur logique, etc. Enfin, dans le cas de Venise, on est dans une position d'ouverture des données maximale. Hein. On est effectivement sur de l'argent public avec vocation de redonner ces données et des données accès. C'est pas parce qu'elles sont ouvertes qu'elles seront conservées. C'est pour moi deux dimensions qui sont très différentes et qu'il faut attaquer dans leur juste mesure. Mais qu'il faut quand même séparer. Vous avez raison, 100%. La question, c'est que j'ai un peu aussi travaillé à la conservation de données. Et c'est un projet pour chaque grande quantité de données qu'on accumule pendant un projet. C'est encore un projet de grandeur comparable du projet qu'on a fait pour accumuler les données. Et c'est nécessaire parce que si vous avez les données sur le web, par exemple sur l'Internet, toutes les données comme ils sont de mon projet et de projet de professeur Kaplan et tous les projets qu'il existe dans le PFL,
ça ne vous sert à rien si vous n'avez pas les outils que vous pouvez comprendre pour gérer ces données, pour naviguer, pour les exploiter vraiment, pour comprendre quelque chose. Alors, les projets maintenant travaillent pour vous dire qu'est-ce que ces données signifient, si vous voulez. Quelle est l'information que vous pouvez sauvegarder de ces données. Mais c'est vrai que ce serait très bien s'il y avait encore un projet après chaque projet pour conserver les données originales, pour les exploiter peut-être plus tard pour une autre but. Une autre question? Oui, madame. Oui, quand vous stockez toutes ces données venant des hôpitaux, les données réelles, disons pas les données stimulées, vous devez avoir des métadonnées pour pouvoir retrouver et exploiter toutes ces données. Ça veut dire que les gens arrivent à se mettre d'accord pour mettre des métadonnées ensemble. Pour les hôpitaux. Dans les hôpitaux. Les données. Ah, si nous arrivons. Oui. Alors, très bonne question aussi. Normalement, on doit signer une très, très grande quantité de papiers pour arriver à accéder à n'importe quelle donnée dans les hôpitaux. C'est très difficile et c'est rare que les administrations sont d'accord avec les demandes d'accéder aux données. Le Human Brain Project, maintenant, il y a le CHUV, qui est dans le Human Brain Project comme un organisation membre. Alors, on a accès à une partie des données du CHUV. Il y a aussi un hôpital à Bordeaux. Il y a quelques hôpitaux à Pologne. Il y a quelques hôpitaux qui ont déjà dit d'accord. On n'a pas encore des données qui viennent de cet hôpital. Moi, je soupçonne qu'on aura besoin de beaucoup plus de signatures pour obtenir ces données. Mais on va arriver là. C'est très, très difficile parce que ces données sont des données privées des patients. Ça appartient à l'hôpital dans une manière, mais dans une autre façon, ça appartient vraiment aux gens. Alors, c'est chaque patient individuellement qui doit signer et donner la permission, et c'est beaucoup de bureaucratie. Mais, par contre, c'est un des projets que nous faisons qui va être très utile dans l'hôpital, voilà, là pour obtenir des données de l'hôpital qui sont très, très privées. C'est un projet d'une nouvelle manière de gérer les données qui n'exige pas que les données se transfèrent ou se copient ailleurs. Alors, nous recherchons des manières de faire toute l'exploitation des données à l'hôpital, sur place, sur le format que les données sont à leur origine, sans les copier, sans les bouger. Alors, ça donne aux gens un peu plus de sécurité par rapport à quoi ces informaticiens vont faire avec les données, parce qu'il y a l'incertitude aussi. Alors, on aide aussi avec la technologie nouvelle de gérer des données pour éviter quelques problèmes qui peuvent s'apparaître. Ok, une dernière question alors. Juste. Oui, bonjour. Vous avez parlé, madame, au début d'une visualisation d'une petite partie du cerveau humain. Par exemple, lorsqu'on était en train de parler, toutes les modifications électriques et de formation de synapses que l'on pouvait voir. Est-ce que vous pensez à terme qu'on pourra faire la même chose quand quelqu'un apprend à parler, quand il apprend une langue étrangère, quand il apprend à écrire, quand il apprend à calculer? Et est-ce que, dans un avenir peut-être un peu lointain, ça pourra avoir une incidence au niveau des didactiques des différentes disciplines? Là, on entre vraiment dans le contenu des Human Brain. Est-ce qu'effectivement, on va pouvoir visualiser tout ce qui se passe déjà à la naissance et puis comprendre toute l'évolution du cerveau? Alors, ça, c'est... Je n'ai pas dans la tête des neurologues qui sont à ce niveau d'exploitation des résultats du Human Brain Project. Pour moi, comprendre la cognition, les mécanismes de cognition, c'est le premier pas et le pas qui est nécessaire
pour après exploiter cette connaissance pour le le bien des gens. Comme toute la connaissance, il y a beaucoup après qu'on va pouvoir faire. Oui, j'imagine que si on connaît plus de tous ces mécanismes que le cerveau utilise pour apprendre et pour comprendre, pour apercevoir, après on va pouvoir peut-être réfléchir et penser des manières de les accélérer ou de diriger différemment ou n'importe quoi. Mais là, moi, je suis une informaticienne. Alors, je peux imaginer beaucoup de choses, mais je ne peux pas être sûre de quoi on va pouvoir être capable. Voilà, on arrive au terme de ce Science on tourne. Merci encore Anastasia Ailamaki et Frédéric Kaplan. Et puis rendez-vous dans un mois pour une nouvelle édition. Voilà, merci.